Bonsoir mesdames et bonsoir. Merci aux organisateurs. Je suis ravie de vous retrouver dans cette série éducation très sympathique. Donc pour ce cours de cette semaine, j'ai mis ce cours un petit peu en rapport, ça s'y prêtait, en rapport avec la paracha de cette semaine. On a une paracha qui est extrêmement riche en enseignement dans le domaine de l'éducation des enfants. Et donc, tant qu'à faire, c'était un de mes thèmes de toute façon que j'allais aborder avec vous. Cette semaine, on termine le livre de Bereshit, Razak, Venit Razek, et donc c'est la paracha des bénédictions, c'est Yaakov qui a ses 12 fils réunis, les 12 tribus d'Israël, et qui va les bénir, et qui va donner une bénédiction individuelle et personnelle à chacun. Et la plus grande bénédiction que l'on puisse recevoir, évidemment, c'est de pouvoir utiliser au mieux notre potentiel et de pouvoir le réaliser au mieux pour pouvoir accomplir sa mission. Et du coup, Yaakov, qui bénit ses 12 enfants qui ne sont pas du tout jeunes, hein, puisque Yaakov a 147 ans, donc voilà, ses enfants sont certainement des papis ou des arrière-papis, déjà, et il va dire à chacun quelque chose, comme on l'a dit, d'individuel, mais avec une particularité. Ça s'appelle une bracha, birech otam, il les a bénis, mais il y a de temps en temps, surtout pour les premières tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, il y a également des remontrances qui sont faites. Il y a des reproches qui sont faits, parce que c'était nécessaire. Et donc, je voudrais aborder avec vous ce thème-là, le thème du reproche, le thème de la critique. Il va y avoir beaucoup à dire. Alors, juste je précise qu'on fait ce cours pour la Refoua Shelema de Myriam Batzari Gedge et de David Ben Fredj parmi tous les autres malades d'Israël. Alors, dans la feuille que vous avez reçue, nous avons les versets. J'aime bien m'accrocher au texte, hein. Vous savez que je suis une férue du texte. Nous avons le passage du début de la bénédiction de Réhouven, et donc du reproche qui lui est fait. Et vous allez voir le Rashi très intéressant et le Midrash très intéressant que je vous ai sélectionné sur le thème de la critique. Alors, que dit Papa Yaakov à Réhouven? Eh bien, il commence par lui dire, écoute Réhouven, Bechoré ata, tu es mon aîné. En général, c'est un compliment quand on dit tu es mon aîné. Et il le renforce ce compliment en disant, mon orgueil, les prémices de ma vigueur, le premier en dignité, le premier en puissance. Wow! Elle est belle. C'est merveilleux, c'est émouvant. Papa Yaakov qui dit ça à Réhouven, qui est bien âgé. Et juste après avoir dit tellement de belles choses, Pachaz kamaim al totar, qui alita mishkeve avicha. Tu es impétueux comme l'eau. Vous savez, l'eau quand elle passe et avec beaucoup de force, elle renverse tout. Tu as perdu ta noblesse parce que tu as attenté au lit de ton père, tu as flétri l'honneur de ma couche. Il est en train de lui reprocher d'être impétueux, d'être impulsif, de réagir de façon beaucoup trop immédiate à un événement, avec un manque de retenue, avec un manque de réflexion. Et il fait référence ici à un événement dans lequel, après le décès de Rachel, il s'était mêlé de l'endroit où son papa coucherait. Bon, donc il n'était pas du tout à sa place, ça ne le regarde pas. Et c'est dit maintenant, alors on est quand maintenant, Vayechi, Yaakov a 147 ans, et c'est avant de mourir. Il sait qu'il est très très faible, il voit sa fin arriver, donc avant de mourir, il demande aux 12 tribus d'Israël, à ses 12 fils d'être autour de lui, et il décide de les bénir. Et c'est la bénédiction de Réhouven. Alors, on a bien commencé, et puis ensuite, c'est dur, se faire entendre dire ça. Alors, Rashi, c'est pas un Rashi sur place, c'est un Rashi dans Devarim. Qu'est-ce qui se passe dans Devarim? Pareil, Moshe, juste avant de mourir, fait un long discours, c'est tout le livre de Devarim. Et il commence par des remontrances au Béné Israël, des remontrances collectives. Et là-bas, Rashi nous dit, donc on parle de Moshe à la 40e année, cela nous apprend Moshe, donc, ne leur a adressé des remontrances qu'à l'approche de sa mort.
Moshe. Et de qui a-t-il appris pour agir ainsi? Il a appris de Yaakov, qui n'a adressé des remontrances à ses fils qu'à l'approche de sa mort. Yaakov a dit, Réhouven, mon fils, je vais te dire pourquoi je ne t'ai pas adressé de remontrances pendant toutes ces années. Quelles années? Depuis les faits jusqu'à maintenant, la veille de sa mort. Combien d'années? Alors une fois j'ai lu qu'il y avait eu 63 ans entre les deux, et une fois j'ai lu 48. Donc je ne sais pas, entre les deux mon cœur balance, peu importe, vous avez compris l'idée. Beaucoup d'années. Une cinquantaine d'années depuis les faits. D'accord? Alors pourquoi il se réveille maintenant? C'est un peu tard quand même pour faire une remontrance. Eh bien, c'est pour que tu ne me quittes pas pour aller t'attacher à mon frère Esav. Vous entendez? Yaakov avait peur que s'il fait un reproche qui est un reproche absolument justifié à son fils Réhouven sur une attitude inappropriée qu'il a eue, il avait peur qu'il se dise si c'est comme ça, je vais aller voir tonton Esav, chez lui c'est la fête. Chez lui on s'éclate et alors on fait ce qu'on veut et alors là personne ne nous dit rien. Réhouven est déjà un adulte au moment des faits. Pas un enfant ou un jeune adulte peut-être, un ado. Mais bon, toutefois, il a peur qu'il aille chez tonton Esav. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il n'a pas oublié. Et des dizaines et des dizaines d'années après, il le lui dit juste avant de mourir. Alors regardez ce que dit Rashi, il continue. Il existe 4 raisons de n'adresser des reproches aux gens qu'à l'approche de sa mort. Donc de là, Rashi va citer un sifri, c'est-à-dire un midrash, sur le thème du reproche et de la critique, et il va dire, sachez que je vais vous citer 4 raisons pour lesquelles on ne fait de reproche qu'à l'approche de la mort, ce qui veut dire jamais, jamais, d'accord? C'est-à-dire, en d'autres termes, si je dis, pour lui faire le reproche que t'imagines, ton mari rentre, t'as les nerfs comme ça, tu dis, ok, je le note, à l'approche de ma mort, je lui dis. Alors, vous voyez le truc, d'accord? Donc ça veut dire, tu peux te faire tes carnets les uns derrière les autres, ok, t'auras une encyclopédie à la fin de ta vie, c'est sûr, mais n'empêche qu'en attendant, il est bien, d'accord? Alors, c'est quoi les 4 raisons? 4 raisons pour lesquelles, du coup, je vais le dire autrement, on ne fait pas de reproche. On ne fait pas de critique. Raison numéro 1, pour n'avoir pas, après avoir blâmé, à devoir blâmer encore, tiens, comment il sait, pour que celui que l'on a blâmé, qui rend compte l'auteur du blâme, n'ait pas honte, etc. Je vais vous dire c'est quoi le etc., comme enseigné dans le Sifri. Et il en a été de même pour Yehoshua, qui n'a adressé des remontrances à Israël qu'à l'approche de sa mort. Pareil, on trouve ça chez Shmuel. Pareil, on trouve ça chez le roi David. Concernant son fils Shlomo, bref, vous avez compris, d'accord? Tous les plus grands de ce monde, quand ils avaient un reproche à faire, ils attendaient de sentir que, ok, maintenant, si j'attends encore un peu, je ne serai plus là, donc personne ne lui dira, il faut qu'il entende, parce que c'est utile apparemment, et donc, ils vont le dire à la... Donc, de là, on apprend, le Sifri nous dit, on ne fait pas de reproche. Alors, comment on vit sans reproche? Ça va être la question du jour. Quelles sont les 4 raisons? Moi, je me suis dit, tiens, quand j'ai vu ce Rashi, je vous avoue que pour la première fois, je suis allée chercher le Sifri et j'ai dit, j'ai bien envie d'aller voir c'est quoi les 4 raisons. Parce que Rashi ne rapportait pas toutes. Je me dis, j'ai envie de comprendre quelles sont ces 4 raisons pour lesquelles on ne fait pas de reproches. Donc, les 2 premières, on les a vues. Je répète, la première, pour ne pas avoir à blâmer encore et encore. Ça veut dire que le Midrash part du principe que quand je fais une critique, finissez ma phrase s'il vous plaît, elle ne sert à rien. Parce que si le Midrash me dit pour ne pas que tu aies à la refaire, justement je la fais pour ne pas avoir à la refaire. Sauf que le Midrash dit ne la fais pas sinon tu vas la refaire. Comme si le Midrash m'indiquait ici que automatiquement je vais rentrer dans un engrenage, dans un cercle vicieux de critique sur critique sur critique. Je dis entre parenthèses, vous le mettez dans un coin de vos têtes si ça vous intéresse, mais si ça ne vous intéresse pas, vous évacuez. Tout ce que je dis est valable pour les critiques dans le couple. J'ai rien dit. Alors,
C'est tellement plus cool de parler des enfants. Parce on est détendu quand on parle des enfants. On dit ouais, on est tous en galère, c'est dur d'éduquer des enfants, ouais, c'est une génération difficile et tout. Et toi, comment tu fais? Ah non, moi aussi, je galère. Ok. C'est détente. Donc moi, en fait, c'est une grande méthode que j'ai. Je viens, je fais cours sur l'éducation et puis je passe une petite phrase et voilà. Chacun en fait ce qu'il veut. Alors, du coup, premier élément, le Midrash a l'air de dire « Sache que la méthode des reproches et des critiques ne marche pas. » Ok. Deuxièmement, pour ne pas créer un sentiment de honte en rencontrant l'auteur du blâme. C'est-à-dire que le Midrash ici dit, a priori, c'est toujours comme ça, l'auteur du blâme, celui qui fait le reproche, généralement prend tout de suite la posture du donneur de leçon ou de la maîtresse d'école, comme vous voulez. Celle-là. Qui que ce soit, hein, c'est ta sœur, c'est ton mari, peu importe. Comme ça, j'ai rien dit. Et donc, le donneur de leçons, ça fait que quoi? Eh ben, ça fait qu'il y a un sentiment très impressionnant de supériorité. Bah oui, moi je sais, et je suis en train de te dire, pourquoi ce que tu fais, c'est pas bien. Donc, il y a quelqu'un à la porte. Donc, c'est moi qui sais. Je sais ce qu'il y a à faire. Donc, je suis dans une posture supérieure, dans une posture peut-être même condescendante, imbu de soi. Et ouais, il y a des places de bonnes élèves là. Alors, donc, inévitablement, apparemment, inévitablement, il va y avoir un sentiment désagréable, un sentiment de gêne, de honte, peut-être même de honte, d'accord, ou de soumission, en tout cas un sentiment qui ne va pas favoriser une relation harmonieuse entre les deux personnes. Troisième raison, pour ne pas, alors il y a écrit comme ça, chez l'ohiye belibecha alav, que tu ne portes pas quelque chose dans ton cœur sur lui. Alors, c'est pas précisé si c'est l'auteur du blâme ou le réceptionneur, je pense que c'est vrai dans les deux cas. Belibecha alav, c'est-à-dire tu as le cœur lourd concernant l'autre, ça veut dire il reste une trace. Il y a un ressentiment, il y a une rancune, il y a quelque chose de désagréable. Voilà, ça a brisé quelque chose. Donc, indépendamment de la gêne et de la honte ressentie, il y a entre les deux personnes quelque chose qui s'est dégradé. Ça s'est dégradé. Et au niveau du cœur, il y a bien écrit le mot « belibecha » dans ton cœur. Le cœur, c'est l'attachement émotionnel. Donc, il y a une déconnexion émotionnelle qui fait suite aux reproches. OK. Et la quatrième raison, extrêmement importante, chez Atochacha Mevio l'idée Shalom. Tu ne peux faire un reproche, dit le Midrash, que si tu es certain que ce reproche va engendrer du Shalom, va engendrer une situation de paix. Et Shalom, c'est Shalem, entier. Entier, ça veut dire qu'on est en lien, on est en connexion émotionnelle, et même peut-être plus. Donc si tu es sûr que du fait de ton reproche, le lien sera encore plus fort, plus serré, plus tenu, la brioute, vas-y, qui peut dire ça? Qui peut dire qu'après un reproche, on est sûr? Et donc, toutes les personnes citées par Rashi sont des personnes qui ont dit non, moi je ne prends pas le risque. Yaakov le premier, vous vous rendez compte de quoi il a peur? Il a peur qu'il aille fréquenter Esav, qui est la tête de la mafia russe de l'époque. C'est violent quand même. Je veux dire, entre Esav et Réhouven, il y a un monde. Il n'y a strictement rien en lien. Il a peur de ça, Yaakov. Ça veut dire qu'il a peur que la déconnexion émotionnelle soit telle pour... On parle d'un reproche justifié, hein, vous avez compris. Je ne vous parle pas des reproches injustifiés. Et donc, dans le reproche justifié, il y a quelque chose qui va briser la personne, qui va briser le lien émotionnel entre les deux personnes. Et donc, est-ce que ça va amener du shalom? Quand est-ce que ça va amener du shalom? Si le reproche est nécessaire, c'est le cas de Yaakov qui s'en va là, il dit c'est indispensable que Réhouven sache qu'il a en lui de l'impétuosité, quelque chose, peut-être de la nervosité, il n'a pas assez de retenue. C'est fondamental que Réhouven, on parle de Réhouven, ça veut dire la tête d'une tribu, c'est-à-dire que un douzième d'Israël, enfin c'est pas tout à fait proportionnel, mais il y a chez nous, nous en 2023, quand on lit
la Torah, et nous sommes issus d'un mélange des 12 tribus d'Israël, on doit avoir en tête qu'il y a un petit peu du Réhouven en nous. D'accord, cette impétuosité, le fait de réagir peut-être un peu trop au quart de tour. Donc c'est important que la Torah le mette, c'est important qu'Yaakov le dise. Mais que si c'est utile et que ça ne va pas les déconnecter émotionnellement. Ouais. S'il lui a dit avant de mourir, c'est qu'il pensait que c'était nécessaire. Nécessaire qu'ils l'entendent. Donc, si c'était nécessaire, pourquoi il ne lui a pas dit avant dans ces cas-là? Oui, parce que c'est une bonne question. Parce qu'en fait, c'est nécessaire. Ici, on est dans le moment où naît le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et donc, en fait, c'est nécessaire à l'échelle, j'ai envie de dire, à l'échelle cosmique. À l'échelle de nous, lecteurs de la Torah, de ses descendants. C'est-à-dire que sa bracha, il va évidemment la transmettre à ses enfants. La tribu de Réhouven, pendant de nombreux siècles, les tribus se marient entre elles. Elles ne sont pas encore mélangées. C'est bien plus tard qu'elles se mélangeront dans les mariages, des intermariages. Et donc, la tribu de Réhouven, après lui, devait savoir que l'élément majeur sur lequel ils doivent travailler, c'est l'impétuosité. Il est possible que Réhouven, à l'échelle personnelle, de façon individuelle, les constater et les travailler déjà avant d'entendre cette remontrance. Mais c'était nécessaire que toute la tribu de Réhouven le sache. Voilà. Et donc, ici, pour le coup, ce qui est important pour nous à conclure de ce premier passage de la Torah, qu'on voit là, c'est qu'il faut être extrêmement parcimonieux, même c'est au-delà de ça, il faut faire très, très, très attention au monde de la critique. Or, j'ai déjà vu quelques visages faire comme ça, là, depuis... Or, c'est vrai, on est des champions du monde, il faut le dire, de la critique. On est des champions du monde de la critique. Si on plaçait dans nos maisons un micro qui, d'accord, juste aux heures où on est avec nos enfants, et qu'après on l'écoutait en différé, et qu'on compte le nombre de remarques qu'on fait, des remarques, après il y a remarques, il y a critiques, il y a reproches, mais si on les comptait, on blêmirait, on dirait mais c'est pas possible. C'est-à-dire, en fait, vraiment, des fois, dans une phrase, ça peut être 3 fois dans la phrase, et la minute d'après, t'as pas fait tes devoirs, et range ta chemise, et assieds-toi mieux, mais oui, mais arrête de manger comme ça, mais tiens bien ta cuillère, mais pourquoi, mais lâche ta sœur, mais, etc., etc., etc. Donc, sur un repas, je vous laisse voir. Après, on n'est pas en train de dire l'impétuosité de... Mais, dans le cerveau, dans l'esprit de nos enfants, ça laisse une marque très importante que quoi ? Eh bien, on est en train de dire « t'es pas comme il faut ». Donc en fait, il est en train de mettre dans son unité centrale « je suis pas comme il faut ». Sur quoi je suis pas comme il faut ? Ça. Il a une liste. Alors, d'ailleurs, je vais vous donner des devoirs pour ce Shabbat, parce que le Shabbat Vayechi, vraiment, c'est extrêmement important. Extrêmement important de faire, moi j'aime beaucoup faire ça, avec mes enfants, au minimum Shabbat Vayechi, de réussir à faire comme Yaakov, de dire à nos enfants, à chacun, vous avez, combien il vous reste ? 3 jours pour réfléchir. Réfléchir, quel est pour chacun son talent ou sa qualité champion du monde. Vous devez dire. Et vous devez aussi essayer, moi je trouve que c'est magnifique de faire ça en famille, qu'à tour de rôle, chaque enfant passe à tour de rôle et dit, chacun sur chaque personne dit ce qu'il trouve être sa qualité. Voilà, c'est magnifique de faire ça pendant les repas de Shabbat. Il y a des choses. Alors, moi en tant que maman, c'est ça que je vous ai dit. En tant que maman, de maintenant, vous avez 3 jours. Et ensuite, mais même les enfants entre eux, ils doivent se le dire. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils pensent être sa qualité, the qualité, pas une qualité banale, the qualité, quelque chose de très remarquable. Parce que c'est ce que fait Yaakov dans notre paracha. Et donc, alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? On va maintenant essayer, je vous ai donné les éléments de la Bible concernant le reproche. Et à partir de là, on va élaborer qu'est-ce qui se passe dans le monde de la critique psychologiquement et qu'est-ce que ça imprime. Alors, je vous rappelle, petit rappel, là, donc c'est notre 3e cours là. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les cours sur l'appli Essentiel, ils sont filmés comme vous voyez. On a vu quoi ? On a vu que le chinour, l'éducation,
c'est faire intérioriser à nos enfants une valeur, les faire aimer une valeur, les faire adhérer à cette valeur et qu'ils aient le goût de la satisfaction. Quel est notre objectif très globalement? D'en faire des adultes heureux et autonomes, indépendants. On est d'accord avec ça, très bien. Question, est-ce que les reproches, est-ce que les critiques participent à cet objectif? Dans quelle mesure ça va m'aider, le reproche ou la critique vont m'aider à atteindre cet objectif-là qu'on s'est fixé dans le Chinour. Alors, vous le devinez que non seulement ça ne participe pas, mais en fait ça dégrade. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Et du coup, on va essayer aussi, je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que vous allez dire, mais je vais faire quoi toute la journée si je n'ai plus de reproches? Je ne sers plus à rien en fait. Donc on va bien sûr essayer de donner une alternative au monde de la critique. Alors, la critique, ça peut être positif ou négatif. Critiquer positivement. Absolument. La critique, oui, c'est vrai, c'est un terme, étymologiquement, vous avez raison. Mais comme c'est bizarre que quand on dit le mot critique, on pense tout de suite au... Ouais. Alors, axiome, à noter. On en a déjà parlé, le cours précédent, quand on a parlé de l'estime de soi, mais il y avait le mondial en concurrence avec moi. J'ai eu du mal à faire face, j'avoue. C'était le mondial où on avait gagné, ce soir-là. Voilà. Donc, je rappelle cet axiome très important. Qu'est-ce qui façonne nos comportements? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir tel comportement ou tel autre comportement? Eh bien, le comportement d'un individu, adulte ou enfant, est le produit de l'image mentale que l'on se fait de soi. Ça, c'est un axiome que vous devez avoir en permanence en tête. Le produit de l'image mentale que l'on se fait de soi. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais quelque chose, il n'y aura aucun acte qu'on ne fera si on ne sait pas d'abord imaginer le faire. D'accord? Le monde de la pensée, le monde de l'imagination est un monde libre, Chofchi, dit Rav Salanter, on est Chofchi Bedimiono, on peut tout imaginer, d'accord? Et il est impossible de faire quelque chose si on n'a pas d'abord imaginé le faire, d'accord? L'enfant, quand il voit ses parents marcher et qu'il est à quatre pattes, il s'imagine être capable de marcher. Et une fois qu'il s'est imaginé capable de marcher, capable de parler, capable de manger seul, etc., alors il exige. Je veux manger seul, je veux parler, je veux faire ceci, cela. Et chaque chose qu'il fait, chaque apprentissage, il sait imaginer le faire. Ok. Et donc, effectivement, quand il y a un comportement, que si je veux obtenir un comportement différent du comportement que je vois sur mon enfant, sur quoi il va falloir que j'agisse? Sur l'image mentale qu'il se fait de lui. D'accord? Puisqu'il y a toujours une image imprimée avant qui précède un comportement. Donc je vois un comportement, je vais devoir agir sur quoi? Sur l'image mentale. Pas sur quoi nous on agit en général? Sur la raison, sur l'intellect. On explique qu'on n'a pas le droit de frapper, qu'on n'a pas le droit de mentir, qu'il faut pas jeter ses affaires et ne pas faire, et que si tu fais pas tes deux, etc. D'accord? Tout ce qui nous énerve à la maison, on parle à l'intellect de nos enfants. Alors que ce qu'il faut, c'est réussir à tricoter avec eux, à les aider à se figurer cette nouvelle image mentale. Parce qu'en fait, le fait de savoir intellectuellement qu'un comportement est inapproprié, ça n'a pas d'effet. Regardez sur vous, vous savez très bien que quand vous vous goinfrez, vous grossissez, et rationnellement, vous vous dites 18 fois « je ne vais pas me goinfrer » et ça ne marche pas. On est d'accord ou pas? D'accord? Je sais très bien qu'il ne faut pas que je me mette en colère. Je le sais. Je sais très bien qu'il faut que je sois organisée dans ma vie, parce que sinon je suis toujours en dernière seconde. Je le sais. Comment ça se fait que je ne le fais pas? Pourtant je le sais. Donc vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le fait de savoir, d'accord? Nos enfants, ils savent comme nous. Ils nous ont déjà entendus. C'était quoi la première raison? Tu as blâmé, tu vas reblâmer. Tiens, c'est vrai, comment ils savent? Ah bah oui, parce que quand je blâme, quand je fais un reproche, je parle à sa raison, à son intellect. Son intellect, il savait. Tu lui as rien dit de nouveau, rien. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit capable de se faire une image personnelle positive et ça suffit pas. Et derrière des exercices d'entraînement à ça.
Ok, je vais donner des exemples. Ok, donc visualiser mentalement le comportement et ensuite se dire que c'est à sa portée, je suis capable. Si je me dis que je suis incapable, donc je m'imagine capable, je le vois et je m'imagine capable. Ça, c'est la première étape. Donc, il faut bien savoir qu'on fonctionne tous comme ça avec une image intuitive. Intuitivement, on sait ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable. D'accord ? Une copine te raconte un truc qui lui est arrivé, tu dis « Ah, j'aurais jamais pu. Ah, comment t'as fait ? Ah non, moi j'aurais tremblé, je n'y serais pas allée, je l'aurais pas fait, j'aurais pas... » Donc, on s'imagine capable de certaines choses, incapable d'autres choses. Et évidemment, vous le savez, que si on s'imagine incapable de quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Si je me dis je ne peux pas réussir telle chose, il va se passer quoi ? Je ne vais pas la réussir et ça s'appelle en français de l'auto-sabotage. On se sabote. La plupart de nos échecs, mes amis, la plupart de nos échecs, c'est du sabotage. D'accord ? Le date qui n'a pas marché pour la jeune fille, le énième date, elle est allée schön fun, elle était vénère. Elle a tiré la tête, elle savait qu'il allait être moche, ben voilà, ça n'a pas loupé, encore un bras cassé. Et bon, c'est-à-dire toutes les énergies sont négatives, le gars il est parti en courant, tiens, incroyable. Mais comment ça se fait qu'il s'est fiancé avec ma meilleure amie et que, incroyable, j'avais pas vu que, on voit pas parce qu'on est dans une disposition qui fait que, d'accord ? Donc le premier élément, c'est ça, c'est de croire en la capacité de l'enfant à pouvoir faire. Donc ça doit être très fort à l'intérieur de nous, d'accord ? C'est le premier élément. Et pour l'aider à dépasser ses résistances, de quoi il a besoin ? Nous, on est là à donner donc des reproches. En réalité, quand je dis ses résistances, la chambre en Y, d'accord ? La chambre dans un état terrible. Et tu as répété combien de fois tu l'as dit ? Son tiroir, que quand tu prends une chemise, tu n'es pas obligé de toutes les mettre à l'envers. D'accord ? Combien de fois tu l'as dit ? Et d'ailleurs, tu lui dis combien de fois je t'ai dit, n'est-ce pas ? Donc quoi ? Donc c'est pas ça qui fonctionne. Alors au lieu de reproche, il a besoin de quoi ? De directive. Il a besoin de directive. Il a besoin qu'on lui montre qu'est-ce qu'on attend, à quoi ça ressemble et surtout qu'on sait qu'il est capable. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez compris le cercle vicieux, comment il se met en place en 2 secondes. Il est désordonné. Il est désordonné et il a eu cette étiquette depuis tout petit. C'était facile, c'est le deuxième et la première, elle était ordonnée. Pourquoi elle était ordonnée ? Parce que quand une fois, mais par hasard complètement, elle avait 2 ans et demi, elle a ramassé son jeu, elle l'a mis dans la caisse, t'as applaudi et t'as dit « Mais c'est dingue, elle a 2 ans et demi, elle est ordonnée !» Et donc, tu lui as collé, toi, l'étiquette ordonnée. Elle a kiffé être une ordonnée, elle a kiffé qu'on l'applaudisse, elle s'est mise à devenir ordonnée. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, réellement comme ça. Donc, maintenant, vu que le rôle de l'ordonnée est déjà prise, il y a un rôle vacant, le désordonné. Et là, c'est là qu'arrive le deuxième enfant, le fameux désordonné, qui va venir détruire tout ce qui était si parfait avec la grande sœur. Et là, tout petit, tu t'énerves, à 2 ans, il range pas. Bah, évidemment, l'autre, c'était par hasard qu'elle avait. Elle croyait que c'était sa baignoire et en vrai, c'était le... Bon. Donc, tu t'énerves que tout est... Et oh là là, il faut que je t'apprenne à ranger, C'est pas possible, comme t'es désordonné. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pas en le disant 1 fois, 2 fois, en le disant 10 fois par jour, mais en général, c'est ce qu'on fait. On les a larges les 10 fois, des fois, c'est 50. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai aidé à se fabriquer une image mentale de lui désordonné. Ça peut être maladroit. Tu tombes tout le temps, tu casses tout. Ah non, toi tu mets pas la vaisselle, tu vas encore me la casser entre ici et la table de la salle à manger, en 3 mètres tu vas me la casser, d'accord ? Donc c'est le maladroit, le désordonné. Et donc en fait, j'aide mon enfant, avec beaucoup de vigueur d'ailleurs, à se fabriquer une image mentale de lui comme étant la fonction assignée. Alors je dis pas, des fois il y a évidemment je tire un peu le trait, il y a des fois des prédispositions, mais c'est sûr qu'après les quelques notes mauvaises en maths, il n'est pas forcément nul en maths. Pas forcément. Par contre, si je lui dis « Ah ouais, non, toi, ton truc, c'est pas les maths du tout, là », je l'aide à se dire que c'est pas son truc. Et donc après, il va justifier
ça, il va le valider à travers des nouvelles mauvaises notes. Bah, de toute façon, moi, je ne suis pas capable, d'accord? Donc, en fait, vous avez compris, le cercle vicieux, et on va fabriquer évidemment aussi le cercle vertueux derrière, ne vous inquiétez pas, mais le cercle vicieux est le suivant, c'est qu'il y a soit une prédisposition, soit c'est moi qui lui assigne quelque chose, peu importe, mais en tout cas, il y a une attitude, il y a un comportement inapproprié qui ne me plaît pas, et ce comportement-là, je le dis haut et fort, puisque je lui fais des reproches. Quand je le dis haut et fort, ben, c'est une éponge, hein, il est petit, donc ils avalent tout. Ah, moi je suis ça. Il l'a entendu 150 fois, c'est sûr qu'il est ça. Et d'ailleurs, lui-même, vous avez raison, parce que lui-même, comme il a cette image-là de lui, donc les attitudes et les comportements qu'il va avoir sont sans le savoir. En fait, son inconscient va valider ça, et donc il va continuer en fait à alimenter cette image-là. Et donc ça va s'auto-alimenter. Vous avez compris comment ça se fait? Le bagarreur, d'accord, hein, c'est toujours lui le problème. Ben, le bagarreur, c'est le bagarreur. C'est bon, il sait qu'il est un bagarreur, donc il faut qu'il se bagarre maintenant, puisqu'il est le bagarreur. Et donc en fait, on est dans un problème de cercle vicieux qui s'auto-alimente, d'accord? D'ailleurs, le bagarreur, ben, tu entends du bruit dans la chambre d'à côté, mais direct, tu vas rentrer et tu vas crier sur le bagarreur. Maintenant, tu vois pas qu'il est gentiment en train de dessiner un coquillage. Mais parce que tout de suite, c'est automatique, c'est lui, mais c'est évident que c'est lui. Donc, on va vraiment alimenter ça. Donc, comment on fait pour dépasser toutes ces résistances-là? Et elles sont importantes, puisque, voilà, en général, l'attitude, elle est ancrée. Alors, la première chose, on a dit, on doit croire en sa capacité. Non, c'est pas un bagarreur. Non, il n'est pas désordonné. Non, il n'est pas fainéant. La preuve, quand il y a une sortie scolaire, il est le premier à se lever le matin, d'accord? Donc non, il n'est pas fainéant. Aucun enfant, ça n'existe pas un enfant fainéant. C'est une maladie d'adulte. Quand ils ont quelque chose, Euro Disney, vas-y, dites-moi s'ils sont fainéants le matin d'Euro Disney. Racontez-moi. Le matin où ils savent qu'ils doivent aller à Euro Disney. Ils ne sont pas fainéants. Donc il n'y a pas d'enfant fainéant en réalité. Mais voilà, tout est relatif. Et donc, je dois d'abord, le premier élément, moi, je dois croire en sa capacité de ne pas être. Voilà, cette chose-là que je lui reproche sans arrêt. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que il faut lui donner, comme je l'ai dit, des directives et pas des reproches. C'est-à-dire que les reproches, tu l'as dit 100 fois, ça ne fonctionne pas. Et en plus, il y a une déconnexion émotionnelle. Donc en fait, il faut complètement changer de discours. Et la directive n'est pas sous forme de reproche. Alors, un problème majeur du reproche, c'est qu'il y a toujours des mots qui vont revenir, qui sont les meilleurs amis du reproche. C'est les mots « jamais », les mots « toujours » et le mot « pourquoi ». Pourquoi tu ranges pas ta chambre? T'es jamais ordonné. Il faut que je te répète toujours la même chose. D'accord? Donc, vous allez toujours remarquer que votre reproche, la critique, alors déjà, c'est bien de s'écouter. Si on a envie de savoir quelles sont les critiques qui reviennent le plus, c'est sur celles-là qu'il faut commencer à travailler. Parce que c'est des coups de poing qu'on assène à chaque fois, hein. C'est des coups de massue. Alors, vous allez remarquer, c'est des phrases dans lesquelles vous dites les mots « toujours » et les mots « jamais ». D'accord? Et c'est encore plus écrasant. Et toi, de bonne foi, tu dis, mais c'est vraiment toujours et jamais en plus. Mais c'est ça c'est ça en fait qui donne le poids à la critique et le fait qu'en fait l'enfant il est extrêmement écrasé par cette critique. D'abord, c'est un moment où il est en déconnexion émotionnelle, donc il se sent fragile, il se sent en manque de sécurité à ce moment-là. Donc déjà ça le fragilise. Et puis en plus, pas sûr qu'il sache exactement quoi faire. Je t'ai demandé de surveiller ton frère. Est-ce qu'il sait c'est quoi surveiller son frère? Est-ce que c'est clair? Peut-être pour lui, c'était pas clair. Est-ce que la directive est claire? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire quand tu prends un pantalon, tu mets pas le Y? Ben, il ne le voit pas le Y, lui. Donc, est-ce qu'il sait qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il sait comment faire? Déjà, je suis certaine qu'il est capable, mais il va falloir que je m'assure qu'il sait c'est quoi l'alternative. Quelle est la chose que j'attends? Donc, au lieu de dire ce que je ne veux pas, je vais dire ce que je veux, ce que j'attends, et je vais l'accompagner dans ce que j'attends. Je vais vraiment, pas à pas, on va le faire ensemble. Et s'il faut le faire ensemble 100 fois, ça sera 100 fois. Mais on va faire ensemble ce qu'il faut faire pour que la directive soit claire et qu'il ne s'agisse pas de redire une énième fois ce qu'il ne fallait pas faire. Donc,
Voilà, ça on l'a dit. La critique installe et enracine l'image négative de soi. Je vous l'ai mis en gros et en gras pour être sûr que c'est intégré. Et effectivement, vous allez me dire, attends, on ne peut pas vivre sans critique. Comment ils vont s'améliorer ? Quoi, alors ça y est, je sors de ton cours, j'aurais jamais dû venir ce soir. Je vais sortir de ton cours, attends, je vais rentrer chez moi et je peux même pas râler. Je lui avais demandé de faire son tour de vaisselle, il l'a pas fait, encore une fois, il fait jamais, c'est toujours la même chose. Et je vais même pas pouvoir râler. C'est terrible, hein, quand même. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça vous apporte, la critique ? La critique, au mieux, ça apporte un dressage ponctuel. Pas du chinour, du dressage. Le dressage, c'est comme avec les animaux. C'est la carotte, c'est le truc, c'est j'ai peur de la punition. Ça marche à court terme, mais c'est pas intégré, c'est pas ancré, c'est pas une valeur. Il n'y a pas de jouissance et de plaisir de l'enfant de faire plaisir, d'être comme il faut. Il n'est pas comme il faut, il s'est forcé. D'accord ? Donc il ne peut pas se nourrir, c'est une nourriture spirituelle de savoir qu'on a fait plaisir et qu'on est comme il faut et qu'on est grand et qu'on est capable et que mes parents sont fiers et que ça les nourrit énormément intérieurement. Donc c'est du dressage. Alors des fois il va falloir des mini-dressages, on va voir quoi, comment et surtout quelle dose. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'éducation, c'est du dressage. Ok. Quelles sont les conditions Oui, juste avant de passer aux conditions pour pouvoir exprimer un reproche. Une histoire que raconte le Rav Yaakovson, l'histoire d'un professeur en classe, un professeur de Kodesh, qui rapporte une histoire dans la Gemara sur quelqu'un qui a menti et l'effet du mensonge et le fait que le mensonge n'a pas de pied, qu'il ne tient pas et que c'est terrible de mentir. Il raconte ça, il ne s'attend pas du tout, je ne sais pas quel âge l'enfant, mais ça doit être fin de primaire. Il voit un enfant qui sanglote, en larmes. Qu'est-ce que t'as ? Il va le voir à l'interclasse, qu'est-ce que t'as ? Il dit, c'est horrible ce qu'il a dit le prof, c'est horrible ce que vous avez dit, c'est horrible parce que moi je suis un menteur. Donc je savais pas que c'était... Mais moi je suis un menteur. Je me dis, mais pourquoi t'es un menteur ? Mais mes parents ils me disent tout le temps que je suis un menteur. Je suis un menteur. Et quand on est un menteur, on est menteur, quoi. C'est-à-dire, je suis comme ça. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je suis comme la personne de la Gemara. Il était défait, l'enfant. Défait. Donc, c'est-à-dire qu'il avait profondément intégré avec certitude cette image-là de lui. Parce que, voilà, ça a été dit de cette façon, c'est moche de mentir, t'as menti maintenant. Attendez, ça veut dire quoi mentir chez un enfant ? Là aussi, c'est très relatif. Jusqu'à très tard, un enfant a une perception de la vérité qui est la sienne. D'accord ? Donc c'est pas forcément du mensonge, c'est des fois, c'est des fois de la poésie. Il faut dire que c'est de la poésie. Mais il a ça. En tout cas, c'est évident que le fait d'utiliser le terme de menteur ou à la limite, on pourrait dire, il me semble que ce n'est pas la vérité, il me semble que c'est un mensonge. Mais menteur, c'est de la personne qu'il s'agit là. Ok ? Donc, les deux conditions pour exprimer un reproche. Quelles sont les deux conditions ? La première, donc ça existe les reproches déjà, voilà, vous êtes rassurés là, c'est bon, ça existe. Mais ça doit être extrêmement rare. Ça veut dire que quand il y a le reproche, c'est tellement rare que l'enfant il est époustouflé et du coup il va vraiment écouter. Du coup c'est important là ce qu'on m'a dit, parce que j'ai pas du tout l'habitude qu'on me reprenne. D'accord ? Donc, c'est quoi extrêmement rare ? C'est moins qu'une fois par semaine. C'est une fois par mois, à mon avis. D'accord ? Je ne sais pas, le Rav Yaakovson ne le dit pas, mais pour moi, ce que je pense, c'est que c'est une fois par mois, un reproche. D'accord ? Et la deuxième chose, la deuxième condition, c'est qu'il faut être absolument certain que... Je vais vous donner du temps pour les questions, ne vous inquiétez pas. Il faut être absolument certain que l'enfant est capable de changer et il est capable de se réjouir d'avoir changé. D'accord ? C'est-à-dire il est capable d'être satisfait et de s'auto-alimenter de ce kiff. Je suis devenue ordonnée. J'ai réussi à surveiller mon frère et j'ai rangé ma chambre et j'ai fait mes devoirs et voilà, j'ai réussi. Je suis capable. On m'a dit que j'étais capable. Tu sais quoi ? C'est vrai. Voilà. Donc l'image mentale, on m'a dit que j'étais capable. Donc vous avez compris que l'élément numéro 1 qui va vous aider, c'est la confiance que vous donnez à votre enfant. D'accord ?
vous avez peur que, je sais pas moi, en allant chez un copain, il passe devant tel endroit où il y a telle fréquentation, il y a tel... Ben, au lieu de demander 18 fois, non mais tu fais pas ça, non mais je te fais confiance, non mais attends, mais je vérifie, je te mets un géolocalisateur, Non, une seule phrase. T'es tellement extraordinaire que je sais que c'est impossible et donc je te permets. Une phrase comme ça, ça veut dire qu'il y a un tel kavod, il y a un tel respect que dans son image, il faut ayez bien ça en tête, il sera incapable, l'enfant qui entend ça, qui entend qu'on lui fait tellement confiance, il sera incapable de briser le bonheur que c'est d'avoir des parents qui lui font confiance. C'est-à-dire que c'est tellement goûteux, c'est tellement extraordinaire qu'il ne peut pas. Rav Jacobson raconte qu'une fois, il a fait dans une classe un essai. Il savait qu'il y avait des enfants qui trichaient pendant les contrôles. Et il a dit, on va faire un mifran kavod. C'est quoi mifran kavod ? Une interrogation, mais de kavod, de respect. Pas de surveillant. Vous êtes seul dans la pièce avec votre copie. Et c'est votre kavod. Il en va de votre kavod de... Qui sont les enfants qui refusaient ? Qui sont ceux qui ont refusé ? Ah non, on ne fait pas de mifran kavod. Ceux qui copient tout le temps. Ça veut dire... Et les autres, c'est génial. C'est génial, on me fait confiance. Mais celui qui copie, il a une image mentale de lui une image mentale de lui qui copie et qui va arriver en opposition avec l'image mentale que le prof a de lui. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, il préfère ne pas se mettre dans cette situation. Vous avez compris ? Donc, le kavod qu'on donne à l'enfant, cette hauteur-là, cette noblesse de « je sais que tu es capable, je sais que ça ne te ressemble pas, je sais que je vais pouvoir te faire confiance. » D'accord ? Je sais pas moi, pour les ados, les portables, d'accord ? Bon, c'est évident que là, pour le coup, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mettre un filtre dans un portable et ne pas mettre un filtre. Ça, je dis toujours la même image à mes enfants. Maman, pourquoi toujours un filtre dans un portable ? Tu mets pas de fil dans un portable, c'est la même chose que de donner un pistolet chargé à un enfant et de lui dire attention, ne tire pas, hein, je te fais confiance. Attends. Sur des questions aussi graves, c'est pas. Donc un filtre, le filtre c'est la base, les parents, les enfants, tout le monde a un filtre, ok. Et ensuite, alors après il y a des horaires, il y a des trucs. Bon, il y a le contrôle parental effectivement, mais je sais pas. Disons que c'est les vacances, disons que je permets jusqu'à telle heure et à telle heure. Je te fais confiance. Je sais que tu vas poser ton portable Mais depuis le début, il faut vraiment les habituer à cette phrase sur des choses importantes. Je te fais confiance. Donc j'ai une image mentale de toi capable, je t'aide à te fabriquer une image mentale de toi capable, et du coup, ça va l'aider. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des ratés, il y aura des ratés. Il y aura des ratés, mais ça va l'aider. Il y a une histoire extraordinaire, elle me revient maintenant. Il fait confiance, mais il ne respecte pas. Il ne respecte pas, alors c'est très bien de faire l'autruche. J'ai rien vu, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je continue à être bête, bien sûr, bien sûr. Il faut essayer le moins possible de les attraper. Quand c'est évident, c'est évident. Mais le moins possible de les attraper, je ne sais pas. C'est-à-dire pour ne pas... Parce qu'à partir du moment où je sais, c'est dommage. Parce que l'image qui se fait de lui, elle correspond à ce que je sais. Donc elle est amoindrie. Et je vais avoir du mal à l'agrandir. Donc le plus possible, je fais l'imbécile. Réellement. Et pendant beaucoup d'années. Je vous assure. Tu fais l'imbécile et tu continues. Que par exemple, il prenne un portable la nuit et qu'il se couche tard à cause de ça et il prenne pour des bêtises. Ouais, bah si. Alors, s'il va se pourrir la vie et que ça va durer toute la semaine d'école, etc., bien sûr que non. Il faudra réagir, voilà. C'est un exemple où il faudra réagir. Mais si c'était une petite bêtise et que c'est rien de grave, attention, qu'il n'y a rien de grave dedans, et que je le sais. Moi, je trouve que c'est plus intelligent de dire qu'est-ce que je suis contente de pouvoir te faire confiance et de savoir que tu ne prendras pas ton portable. Je rentre dedans. Parce que c'est insupportable d'avoir une image altérée. Maman, elle pense de moi un truc génial. Donc, ça prendra le temps que ça prend, mais il va le poser. Parce que pour préserver l'image que le parent a de lui. D'accord ? Une histoire exceptionnelle de Rav Jacobson qui me revient maintenant. C'est l'histoire d'un kleptomane. Alors, il le savait. Vous savez qu'il avait un internat. Hein. Il avait un internat
d'enfants problématiques, expulsés de toutes les structures classiques parce que inadaptés à aucune structure. Et un jour, donc, dans sa structure, on lui donne le dossier et on lui dit attention, kleptomane avéré en psychiatrie. D'accord ? Donc, avec une. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, c'est Rav Yacovson, hein, mais juste pour que vous voyez ses méthodes à lui éducatives. Il a réfléchi. Alors, chez lui, dans son institution, chaque enfant est responsabilisé. Chaque jeune est responsabilisé. Il a un rôle très important et c'est un grand kavod. Et chacun est fier de son rôle. Il a décidé, pas tout de suite quand il est arrivé, mais je crois assez rapidement, de le rendre responsable de la caisse d'argent, de la clé de la caisse d'argent. Vous connaissez cette histoire ? Et c'est évident. Voilà, il l'a rendu responsable de la caisse. Alors, je pense qu'il n'a pas non plus mis des sommes astronomiques dedans, mais quand même. Et il savait qu'il allait craquer. Et il savait qu'il allait kleptomane, c'est une maladie, d'accord ? Donc, il savait qu'il allait prendre, et régulièrement, il avait un double de la clé, il voyait, il savait exactement combien était pris régulièrement. Et avec le temps, de moins en moins. De moins en moins, parce que sans arrêt, il lui répétait « Quel bonheur d'avoir quelqu'un d'aussi fiable que toi ! Quel bonheur d'avoir quelqu'un d'aussi fiable !» Donc il le répétait pour refabriquer une nouvelle image mentale, jusqu'au jour où il est parti, il devait partir en vacances ou quoi, donc il lui dépose le temps de la semaine de vacances, il dit ah, « Vraiment, merci, j'ai pas de mots pour te remercier et tout ». Et donc l'enfant, il y tient plus, parce que je vous ai dit, ça arrive en opposition, ce que mon image mentale et l'image mentale de cet adulte qui m'aime tellement et qui pense de moi que c'est terrible. Donc il y tient plus, il dit et si le Rav se trompait à mon égard, et si c'était pas tout à fait ça, et si peut-être j'étais pas si honnête que ça dans la caisse. Donc il lui, voilà. Et le Rav, il dit non, je me trompe pas, j'ai une preuve. Même si j'avais un doute avant, maintenant j'ai plus aucun doute que je me trompe pas. C'est quoi ? C'est que si tu étais quelqu'un de malhonnête, tu m'aurais jamais dit cette phrase-là. Le fait que tu viens de dire cette phrase, ça veut dire que même s'il y a eu des écarts, ce n'est pas toi. Toi, tu es quelqu'un d'honnête. Et donc, je peux te faire confiance et tu continueras à l'avoir. Et donc, cette phrase-là, ce moment-là, est celui qui l'a fait, qui l'a guéri, en fait. Qui l'a guéri. Je ne sais pas quel était le niveau de sa kleptomanie, mais voilà, je ne m'y connais pas. Mais en tout cas, Rav Yacovson voilà, a pris le risque et a su. Donc, regardez l'importance, regardez à quel point c'est phénoménal, hein, ces résultats. Donc, on a dit 2 conditions extrêmement rares. Et effectivement, l'enfant est capable de changer et de se réjouir. Vous comprenez c'est quoi se réjouir maintenant ? Se réjouir de cette capacité. Se réjouir d'avoir été à la hauteur. Ok, quand on fait, ça c'est les 2 conditions du reproche, quand on le fait, mais quand on le fait, la forme du reproche doit répondre aux critères suivants. On ne le fait pas quand on est impulsif, c'est-à-dire au moment d'un énervement, mais quand j'ai pas, c'est jamais pour le coup, jamais. Donc dans un moment de calme intérieur, un moment posé, et surtout le plus important, jamais accompagné d'une humiliation, d'une moquerie ou d'une phrase cynique. Et là, on rejoint ce qu'il y avait écrit dans le Sifri, les 4 où il va y avoir une honte, il y a une supériorité, il y a quelque chose d'écrasant, il y a une domination de l'un sur l'autre. Jamais. Si on est capable de le faire comme ça, on est calme, on est bien, c'est posé. Ça me fait penser, comme j'étais en train de préparer un cours là-dessus, sur la critique, donc du coup je travaillais la critique voilà, ces derniers jours, et j'essayais de m'interroger aussi moi sur mes critiques, sur évidemment, on se dit déjà, autant que je sois ma propre élève, c'est pratique. Et du coup, hier, il y a une de mes filles, 11 ans, qui me dit ah, « Maman, tu sais quoi, il y a une fille dans ma classe, sa mère, elle lui a acheté des chaussures de telle marque. » Mais moi, ils savent, mes enfants, tu me parles d'une marque de chaussures, mais dis merci que tu as des chaussures. Me parler d'une marque de chaussures. Mais j'hallucine, quoi. J'hallucine. Après, j'ai dit « Mais tu sais quoi ? Si jamais un jour il y a des soldes, des vrais soldes, alors c'est un nom que j'avais jamais entendu. J'avais jamais entendu de ma vie ce nom jusqu'à ce jour-là. Doc Martens, vous savez c'est quoi ? Doc Martens, s'il vous plaît. Non, c'est bon, vous connaissez. Ça va. Je suis rassurée. C'est connu. Pardon. Excusez-moi.
Je suis une blédarde. Pardon. Désolée. Non, mais au moins, je vais pas mourir bête. D'accord? Au moins. Non, elle m'aurait dit des Nike. Bon, j'ai déjà entendu Nike, c'est vrai, j'avoue. Bon, bref. Et du coup, je lui dis, bah, tu sais quoi? Peut-être que je vais me motiver un jour. Maintenant que je le dis devant vous, il va falloir que je le fasse. Peut-être que je vais me motiver un jour, si jamais, alors elle réfléchit, si elle essaye de trouver des trucs, si je travaille bien mon piano, si... Non, pas du tout. Si je vois qu'à un moment, sans que j'ai besoin de te dire, ta chambre elle est rangée, ton armoire elle n'est pas en foutoir, tu sais quoi? Je vais réfléchir. Et là elle me regarde, elle me fait... Genre, sérieux quoi? Il y a des chances que... Et donc en fait, vous avez compris que c'était une critique placée quand même finement. Maintenant, ça sert à rien. Je sais, je lui parle jamais de sa chambre, ça sert à rien. Des fois, je lui dis, viens, là j'ai 10 minutes, viens, on fait ta chambre ensemble. Ça m'arrive de le lui dire quand j'ai 10 minutes. Et sinon, bon, voilà. Voilà, de sa chambre. De temps en temps, il y a la femme de ménage qui passe, mais bon. Comme les vêtements sont... Des fois quand je... Non, mais c'est comme ça que je le vois. Je lui ramène des tas comme ça du linge. Et elle me dit, non, mais maman, c'est pas du tout du linge sale, mais la femme de ménage, elle prend tout ce qu'il y a dans ma chambre. Je fais, ouais, exactement, elle prend tout ce qu'il y a dans ta chambre, tout est posé comme ça. Donc, bref, de temps en temps, voilà les directives, donc de temps en temps, je le fais avec elle. Et là, pour la première fois, ça l'a motivée, donc je vous dirai les résultats, mais ça l'a motivée, mais il faut aussi que je vérifie combien ça coûte, parce que bon, ça me fait peur. Mais voilà, c'est-à-dire c'est pas un moment de colère, c'est pas un moment où j'ai vu que c'était, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de, d'accord, et puis c'est pour lui montrer aussi que c'est une valeur et qu'elle-même elle aura le plaisir de cette valeur. Voilà. Comment? C'est la carotte. Aussi. Ah oui, des fois c'est la carotte. Mais je sais que ce que je veux, c'est qu'elle ait le goût de le faire. Moi, ce que je veux, c'est le goût. C'est pas. Mais des fois, on va utiliser des carottes, effectivement. Voilà. Et merci à l'école et aux enfants qui donnent des idées à nos enfants. Alors, ensuite. Donc, ok. Concernant ce thème-là. Je voudrais quand même qu'on s'arrête 2 minutes et qu'on réfléchisse à cette idée-là, que notre espace de vie, notre espace commun, l'espace entre moi et mon mari, entre moi et mes enfants, entre moi et peut-être ma belle famille, ma famille, mes frères, mes amis peut-être, mais surtout l'espace familial. Là, je parle de l'espace familial. C'est un espace qui est rempli de critiques. Et en fait, je pense qu'on touche ici du doigt un problème générationnel. Et que, en réalité, il se peut fortement que nous-mêmes, on est enfants, subit un certain nombre de critiques non négligeables. Nous-mêmes. Et que nous-mêmes, on en est souffert. Parce que ça n'existe pas quelqu'un qui ne souffre pas d'une critique. Vous verrez personne au monde qui dit « on m'a critiqué, yes ». C'était trop bien, maintenant je sais comment faire. Avant je ne savais pas, maintenant je sais. Voilà, d'où vient cette idée, comme dit John Nelson, elle dit en discipline positive, mais d'où vient cette idée que si mon enfant se sent mal, il fera mieux? D'où ça nous vient cette idée? Que si je le mets mal, s'il est mal à l'aise, il fera mieux? Non, il fera encore moins bien. Donc c'est très possible, en fait, donc on vit dans un monde comme ça où il y a beaucoup de reproches et de critiques, et que ça a forgé une génération qui est porteuse d'un très très grand sentiment de culpabilité, qui est ni défini ni clair. C'est-à-dire, je suis pas bien, je me sens coupable, je suis pas bien, je sais pas exactement pourquoi, mais je sais que je suis pas bien. Il y a de quoi. Et en fait, on est devenu intransigeant, très intransigeant avec les autres, mais avec nous-mêmes aussi. On s'auto-critique énormément. Derrière toutes les stories parfaites, il y a des êtres qui pensent qu'ils sont des nuls absolus. Je vous le dis, voilà, c'est un grand secret que personne ne sait, mais je vous le dis aujourd'hui. D'accord ? Derrière toutes les vies parfaites, les images parfaites, les photos parfaites, en réalité, on se sent profondément nul, on s'autocritique en permanence,
Et c'est ce qui a donné naissance un petit peu à la génération coaching. Ça n'existait pas. Vous entendiez parler de coach, de tout. Coach de vie, coach parental, coach de nutrition, coach sportif, coach parental, coach couple, coach, je sais pas tout, coach rangement, coach. On est d'accord. Tu peux avoir un coach de tout. C'est quoi ce besoin tout le temps d'être coaché? En fait, d'être coaché, c'est parce que il y a une autocritique qui est permanente. On se pense pas capable. On se pense pas capable, donc on a besoin que quelqu'un d'autre vienne nous reformater notre image mentale sur nous-mêmes, d'accord? C'est là que ça commence. Et en fait, comme on l'a dit, donc pour changer de comportement, il va falloir changer cette image mentale. Et il faut bien savoir, là je vous donne un truc dans la vie, que des personnes qui se comportent mal, et on a tous, on s'est tous déjà comportés mal, c'est évident, et on a tous aussi autour de nous des personnes qu'on critique et qui se comportent mal, indépendamment de la fameuse belle-mère. Elle, c'est à part, d'accord? Mais il y a, voilà, t'as la belle-sœur, t'as je sais pas, ta sœur, ton frère, ton enfant, ton mari, évidemment. Quelqu'un qui se comporte mal. Maintenant, sérieusement, les gens qui se comportent mal, sont des gens qui ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes. C'est de là que ça vient. En général, j'aime bien même dire, c'est les gens qui souffrent. Quelqu'un qui se comporte pas bien, c'est quelqu'un qui souffre. Je dis pas ça pour excuser tous les comportements, mais ça aide à prendre du recul. Ça aide à comprendre quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe, ok? Donc, comment faire? Quel est le cercle vertueux sur nous-mêmes? Parlons de nous-mêmes. J'arrive aux enfants tout de suite, bien sûr. Le cercle vertueux... Non, pourquoi je parle de nous-mêmes? Excusez-moi. Parce que nos enfants nous entendent nous autocritiquer. Ils nous entendent nous frapper, nous faire du mal, être déçus et ne pas être satisfaits dans le couple ou sur nous-mêmes. Ils entendent. Donc c'est-à-dire que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'espace en fait est un espace qui est rempli d'insatisfaction, d'autocritique et d'insatisfaction. Sur nous-mêmes, d'accord? Cultiver, d'abord identifier nos actes positifs, on n'est pas si grave que ça. Il y a pas mal de trucs chouettes chez nous aussi. D'accord? Donc, identifier la maman sympa, la copine sympa, l'épouse sympa, et c'est en nous. C'est en chacune d'entre nous. Donc, identifier ça pour rebooster l'image mentale, c'est ce qu'on a expliqué, et aussi cultiver la satisfaction d'avoir bien agi. C'est-à-dire que j'ai cette image mentale, et là, vous voyez le cercle vertueux contraire de celui que j'ai présenté tout à l'heure. N'est-ce pas? L'image mentale positive et le plaisir d'avoir fait quelque chose qui me satisfait et qui va renforcer l'image mentale. Ok? Donc, en fait, comment ça fonctionne? Dans le cerveau, imaginons, j'ai une image négative de moi, je me dis que je suis désorganisée. D'accord? Voilà, c'est vraiment vrai. Archi désorganisée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait mon cerveau? Mon cerveau, il a compris. Il repère que les échecs. Dès qu'il y a un échec d'organisation, tu vois, voilà, tu vois. Et s'il y a un succès, ça arrive, des fois par hasard, il y a des succès. Ça arrive. Sans faire exprès, il y a un succès. Que fait le cerveau? Il le minimise. Ok, tu as un succès et là, regarde. Hein, combien de fois tu n'as pas su t'organiser, tu n'as pas su être à l'heure, tu n'as pas su faire, Regarde. Donc le cerveau, il fait comme ça. Et en fait, on va faire que tout au long, à chaque fois qu'on va repérer du négatif, on va conforter la thèse du négatif. Donc d'accord, elle va prendre plus de place. Et vous avez compris que pour sortir de ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut sortir de cette zone de confort. D'accord? De quelle zone de confort? Des certitudes qu'on a sur nous-mêmes. C'est une zone de confort. C'est un confort désagréable, mais c'est un confort. Une zone de confort, c'est un automatisme. C'est une évidence, c'est une certitude. C'est un endroit où je sais comment c'est. S'extraire de ça pour être capable de, reformater. Et évidemment, vous avez compris que dans le couple, voilà, il fallait quand même que je fasse un petit clin d'œil. Dans le couple, ce qui déconnecte émotionnellement dans le couple, c'est la critique qui fait que la critique, on se sent dévalorisé dans ton image, je suis dévalorisé, et dans mon image, en fait, évidemment qu'on va répondre par une critique.
quand il y a une critique, neurone miroir, immédiat, critique, d'accord? Donc en fait, on va installer un phénomène de critique et ce qui va se passer, c'est que moi, dans ma propre image, je suis amoindrie. Pour me défendre, je t'amoindris, même si je sais que ça va aider en rien du tout. Je vais te dévaloriser, mais surtout, je vais maintenir la situation inappropriée qui a fait qu'il y a eu la critique, je vais la maintenir. Elle va s'installer encore plus, puisque en faisant la critique, j'ai renforcé l'image mentale. Ça marche exactement de la même façon, sans parler du fait que ça déconnecte émotionnellement et donc ça fragilise. Dès qu'on est déconnecté émotionnellement, on est fragile. C'est un axiome. Notre énergie vitale, notre branchement, comment on se branche quand il n'y a plus de batterie, c'est quoi notre branchement? Connexion émotionnelle. J'existe pour quelqu'un, j'ai de la valeur pour quelqu'un, que ce soit un adulte pour son conjoint, que ce soit un enfant pour ses parents. Je suis important. Si toute la journée on me dit que je suis nulle, c'est qu'on s'en fout de moi. Si vous savez que les enfants, si on les écoute, s'ils sont libres de parler, qu'est-ce que tu penses que tes parents pensent de toi? C'est des exercices qui ont déjà été faits par des psychologues, etc. C'est terrible. Ils imaginent vraiment qu'ils sont un poids pour leurs parents, que les parents ne les aiment pas, que c'est à cause d'eux si les parents divorcent. Tous les enfants sont convaincus. Oui, c'est à cause d'eux. Parce que je sais bien, on me critique, donc je ne suis pas comme il faut. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, vous avez compris, c'est sur nous. Aussi faire ce travail sur nous. Essayer d'assainir le monde, l'espace entre les personnes de ces critiques-là inappropriées. Ok, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un comportement qui ne me va pas? D'accord? Vous n'allez pas sortir d'ici avec juste tout ce que tu faisais, c'était pas bon. Alors, en fait, la première des choses, c'est qu'on va dire... Je suis étonnée, ça ne te ressemble pas. Je sais que 150 fois vous lui avez dit que ça lui ressemble, c'est pas grave, il faut un début à tout. Il dit, je suis très étonnée, ça ne te ressemble pas de te bagarrer comme ça. Là, il va déjà te regarder en mode, attends, qu'est-ce qui lui arrive à maman? Ça ne te ressemble pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens insinuer ici que j'ai une image de toi qui est plus haute que ce que tu crois. Ça ne te ressemble pas. C'est le premier élément. Et ensuite, si de toute façon il faut que je critique, je vais critiquer l'acte et jamais la personne. On l'apprend aussi dans la paracha de cette semaine, quand Yaakov dit sur Shimon et Lévi, Arour apam ki az, que leur colère soit maudite. Shimon et Lévi avaient été en colère, ils avaient fait un ravage à Shrem, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Arour apam, que leur colère soit maudite. Eux, ils sont extraordinaires. Leur colère, c'est une autre affaire. Déconnecter la personne et l'attitude. Ça, c'est la chose vraiment, bon, vous le savez, mais ça, c'est bon de le répéter sans arrêt. Et a priori, accorder notre confiance à notre enfant, ne pas être suspicieux, ne pas être plein de doutes. Si je suis suspicieuse, pleine de doutes, t'as fait tes devoirs? Ouais. Bon, je peux vérifier? Je vérifie. J'y vais maintenant. T'es sûr? Combien de temps? Lesquels? Mais ça veut dire. Mais oui, mais là, quand je fais ça, je suis en train. Alors, venez, on analyse. S'il a menti plusieurs fois. Plus de critiques sur le fait que peut-être que c'est faux. C'est vrai, je vais vérifier. Donc, je suis en train de critiquer la véracité de ses paroles. Donc, qu'est-ce que je fais? Son esprit va se focaliser sur le négatif. D'accord? Moi, je suis focalisée sur le négatif, lui, il est focalisé sur le négatif. C'est-à-dire, dans son cerveau, il va chercher toutes les fois où, effectivement, c'était pas vrai. Du coup, immédiatement après, qu'est-ce qui se passe? Baisse de l'estime de soi. Ah oui, c'est vrai, je suis un menteur, en général, je ne le fais pas. Baisse de l'estime de soi, donc régression. Régression, plus de critiques. Mais ça lui donne aussi la chance de revenir sur son mensonge en disant « Non, c'est vrai, je l'ai pas fait ». Alors, et sinon, il ne reviendrait pas? Non, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec le cahier vide. Ça, Non, alors attendez. Non. Le cahier, ça dépend de ce qui est fixé. Que de toute façon, la maman, elle vérifie. S'il y a un rituel, c'est pas parce que je te crois pas, parce qu'il y a un rituel. Il y a un rituel que, avant de fermer les cahiers et de mettre trucs, je regarde comment tu as fait. D'accord? Et je vois, bon, c'est un rituel, c'est pas parce que je te fais pas confiance.
Donc on peut le faire de cette façon-là. Mais s'il n'y a pas de rituel là-dessus, tu as dit que tu as fait tes devoirs, ok, c'est ferme, ça y est, on range le cartable, on le ferme, on le met à l'entrée. Et à 20h, maman, tu sais, en fait, j'avais pas fait. Ah, je suis désolée, tu peux plus les faire. Tu les fais pas. Ah ouais, non, tu les fais pas. Mais si après. Tu les fais pas. C'est la conséquence. C'est la conséquence. C'est pas, mesdames, c'est pas nous qui sommes à l'école. C'est pas nous qui sommes à l'école. C'est eux qui sont à l'école. Ah non. Mais il suffit de le faire une fois. Vous verrez qu'il n'y aura pas une deuxième. Sûr et certain, avéré. Ah si. Écoutez, je vois que vous êtes très perplexe de ce que je viens de dire. Juste le dis, c'est pas du tout pour me mettre quoi que ce soit en avant. J'ai fait cette méthode avec tous mes enfants. Je n'ai jamais, jusqu'à ce jour, eu besoin de demander à un de mes enfants s'il a fait ses devoirs. Jusqu'à ce jour. Jamais. S'ils viennent et me disent j'ai besoin de réviser avec toi, je suis là pour réviser. Des fois, quand c'est le dimanche. Mais c'est pas moi qui suis à l'école, c'est eux. C'est leur responsabilité. Il faut leur faire confiance. Donc, non, ça fonctionne, je vous assure. Ah non, pas le CP, pas au CP. Non, au CP on fait, non. Comment ? Ouais, CE2 peut-être. CE2, je pense. Dès que je vois qu'ils sont autonomes, dès que je vois qu'il y a de l'autonomie, je rappelle. Alors regardez, je rappelle qu'il faut faire les devoirs. N'oublie pas de faire tes devoirs. De toute façon, ils savent, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Donc n'oublie pas, c'est ritualisé quand même. N'oublie pas de faire tes devoirs. Maintenant, si c'est pas fait, je suis désolée, c'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas grave. Non, il n'y aura pas 1, 2, 3, 4. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont nourris de l'image que l'on a d'eux. Donc, je te fais confiance, ça fonctionne très bien. Il y a moins de travail, je vous assure. Je vous assure qu'il y a moins de travail. Je comprends que c'est un sujet dans l'Ouest parisien qui vous anime énormément. Le fait que vous êtes encore à l'école quand vous êtes maman. Waouh. Bon, moi, je vous dis, voilà, s'il vous plaît. Je suis au Rincy. On n'a pas toujours été là-bas. J'ai pas toujours été là-bas, mais j'ai toujours fait cette méthode-là. Et au début, mes enfants, ils étaient même en Israël. Et après, on est revenus. Bon, ils étaient petits. Non, maintenant, il y en a 3 qui ont déjà eu le bac. Alors voilà, je vous dis, c'est pas pour... mais Baruch Hashem, les 3 mentionnent très bien. Donc non, ça veut dire c'est juste pour vous dire, je suis pas en train de vous balancer, on s'en fout de ce qu'ils deviennent. Ils savent qu'ils doivent réussir. C'est pour ça aussi que voilà, ils ont travaillé. Il y a eu des flemmards, il y a eu des pas flemmards, garçons flemmards, filles pas flemmardes. En général, c'est comme ça. Voilà, c'est bien résumé, tout à fait. Voilà, il y en a un qui s'est mis à travailler une semaine avant. Une semaine avant le bac. Grâce à Dieu, ça a été, mais il a eu très peur. Voilà. Alors, moi, je pense sincèrement qu'il y a un problème grave, d'après ce que j'entends ici, qu'il y a un problème grave qui est auto-entretenu par l'école, par le système apparemment. Élitiste, voilà. Moi, j'ai pas de problème avec élitiste. Je pense que l'école où sont mes enfants est assez élitiste aussi. Ils sont vraiment tirés par le haut et c'est très bien. Ils sont tirés vers le haut. Mais pour moi, c'est pas le problème d'élitiste. Pour moi, c'est le problème un enfant doit se sentir compétent. Et se sentir compétent, c'est vraiment faire l'expérience, expérimenter le fait qu'on lui fait confiance. Moi, ce que j'aurais proposé, je ne suis pas dans les écoles et là j'ai un petit groupe, mais ça aurait été bien qu'il y ait une réunion des classes où les parents se mettent d'accord de responsabiliser leurs enfants et ensuite une réunion parents-enfants. Regarde, c'est pas nous qui sommes à l'école, c'est toi. C'est important pour toi de réussir, pour nous aussi c'est important que tu réussisses, ça doit être dit. Donc c'est bien sûr important, si tu veux je t'aide à faire ton planning. Ça, évidemment. Tu veux me demander le dimanche, on organise ton planning de la semaine, avec plaisir. Mais ensuite, c'est toi qui es à l'école. Moi, ça y est, j'étais à l'école. Aujourd'hui, je suis au travail. Et au travail aussi, je fais des plannings et tout. Donc, tu vas voir, ça va t'aider à devenir quelqu'un de compétent.
On peut faire les plannings. Évidemment, si tu as besoin d'aide, que je t'interroge, évidemment qu'on est là. Moi, évidemment si tu as besoin d'aide, c'est toi qui me sollicites. Si tu as besoin d'un cours particulier, eh ben, tu me dis et on le fait à l'avance. Donc oui, il y a un cadre, mais c'est un cadre qui est général. Par contre, je ne vais pas vérifier si tu as fait tes devoirs le soir. Tu sais si tu as fait tes devoirs. Par contre, moi, je pense qu'à partir de la 5e, non, à partir là je disais non, les petits, les devoirs des petits. À partir de la 5e, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment ils sont, enfin ça y est quoi, ils sont lancés. 6e, faut un peu le passage en 6e, il y a le planning, il y a beaucoup de matière, il faut être un peu, mais ensuite vers la 5e ils sont lancés. Ensuite de faire les devoirs seuls, je rappelle qu'ils doivent. On a dit pas de reproches, mais quoi à la place? Des directives claires. Je rappelle qu'il y a les devoirs à faire et je rappelle qu'il ne regarde pas de dessin animé avant d'avoir fait ses devoirs. Donc je rappelle la règle, je rappelle la loi, d'accord ? Par contre, tu as le choix de faire d'abord ton bain ou d'abord tes devoirs, ou tu as le choix de faire d'abord... d'accord ? Donc je lui donne un choix entre des choix qui me conviennent à moi, mais voilà. Donc je rappelle, à mon avis, un enfant qui est autonome dans les devoirs CP, c'est sûr que non. CE1... ça dépend des enfants. À peu près CE2, ça serait bien qu'ils fassent leurs devoirs seuls. Ça serait très bien. Qu'on n'ait pas besoin de s'asseoir à côté et que... Voilà. Après, ça dépend des enfants. Il y a des enfants plus lents et ça dépend des difficultés des enfants aussi. Merci HM, mes enfants n'ont pas eu de difficultés. Ça dépend. S'il y a une dyslexie, s'il y a une dysgraphie, c'est évident, c'est pas pareil. Non. La vie, elle n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça, en fait. Mesdames, on m'a dit, ce sont des écoles où on n'a pas le droit à l'erreur. Écoutez-moi bien, la vie n'est pas comme ça. Dans la vie, on a le droit à l'erreur. C'est humain, l'erreur. C'est humain et au contraire, ce qui les rend compétents, c'est le fait de se tromper. Et le fait d'avoir oublié une fois. Alors une fois, ils n'ont pas fait leur devoir. Ok, big deal. C'est exactement pour ça que j'ai fait le paragraphe de soi-même. Mais des fois, il y a... Alors, elle demande comment on peut donner confiance à son enfant quand nous-mêmes, on est fragilisé à ce niveau-là, qu'on n'a pas confiance en soi. Des fois, justement, c'est ça la revanche de la vie. C'est que tout ce qu'on n'a pas confiance en soi, du coup, on croit en son enfant. Alors après, il ne faut pas non plus être dans la projection. Il faut faire attention à ne pas être dans la projection. Dans chaque chose, il y a un risque, évidemment. Mais justement, de se dire, c'est pas moi, c'est une histoire singulière, unique. Et lui, du coup, il va y arriver. Et du coup, voilà, manifester ça, et par exemple, si on a subi beaucoup de critiques, justement, de se dire, voilà, cette erreur-là, je la ferai pas. Mais c'est sûr que notre histoire personnelle, c'est un paquet que l'on porte avec nous toute notre vie. Mais c'est un paquet des fois qui nous faut faire des très belles choses. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on n'est pas condamné par notre histoire. Notre histoire, elle nous impacte, mais elle ne nous condamne pas. Gardez bien ça en tête. Ouais, juste par rapport aux écoles, je vous dis, ça me touche ce que vous dites. Nous, on a déménagé de 2 endroits qui n'avaient rien à voir, du sud vers le nord, pour l'école, à cause d'un de mes enfants qui était traumatisé par ce qu'il avait subi à l'école, par son prof, etc. Mais tellement que je l'ai déscolarisé au mois de mai. Il était en CM1. Je l'ai déscolarisé au mois de mai. Ah, c'était d'une violence absolue. Parce que, l'école juive, ouais. Un prof de Kodesh, imaginez-vous. Et au mois de mai, j'ai vu son mal-être, je l'ai déscolarisé mai-juin. Et j'ai pris la décision qu'en CM2, il serait ailleurs et que du coup, toute la famille serait ailleurs. Et on a dû vendre la maison, déménager. Ouais, on a fait et je ne regrette pas une seconde. Pas une seconde. Il a passé en CM2, il aura un autre prof. Non, mais il y avait d'autres raisons. Il y avait aussi les grands qui faisaient les allers-retours jusqu'au Rincy. À partir de la seconde, ils faisaient les allers-retours. Donc on s'est dit, si déjà, c'était une grosse décision. Et puis, j'avais voulu envoyer comme message à mon fils qu'il n'était pas responsable. Et qu'on était motivés à aller jusque-là. Et je ne regrette pas. Il s'est beaucoup épanoui en CM2. Et voilà, grâce à Dieu.
Donc non, ne lâchez pas. Voilà, il y avait une question là-bas. Ouais. C'est pour justement rebondir sur ce que je viens de dire. Comment justement, bon, moi j'ai pas d'enfant, mais voilà, comment essayer de justement donner confiance à son enfant et de ne pas être dans la critique. À l'école, on le critique, on juge quand il est critiqué par les enfants. Comment faire justement pour qu'à la maison, ils prennent confiance en eux? Ouais, c'est vrai. C'était le cas de la dernière fois exactement. Globalement, je te le réponds rapidement. Justement, un enfant qui n'est pas beaucoup critiqué à la maison, et donc où on a vraiment tout fait pour valoriser l'image mentale qu'il a de lui, et donc lui donner ce qu'on appelle une estime de soi qui est solide, même les critiques à l'extérieur, sauf massif. Alors là, pour mon fils, c'était massif. Il était à l'extérieur de la classe et il était humilié tout le temps. Mais je parle des petites critiques, les copains, un prof, un peu quelque chose. En général, si l'estime de soi elle est suffisamment, il va premièrement en parler. C'est ça qui est important. Ce qui est très important, c'est que l'enfant raconte ce qui s'est passé et qu'il sache qu'il est en totale confiance de le raconter, de ne pas être jugé, qu'il va être soutenu, qu'il va être... Non, après, attention, il ne faut pas soutenir bêtement son enfant comme si c'était un enfant incapable de se défendre. Et il y a aussi ça, il faut faire très attention à ça. Le responsabiliser aussi là-dedans. Mais s'il est capable de raconter, c'est-à-dire s'il a une self-esteem suffisamment forte, s'il se passe quelque chose qui est important à signifier à l'école, il le racontera à la maison. Mais s'il ne parle pas? Ah, il faut vraiment... il y a des enfants qui ne parlent pas. Ouais, il faut essayer de lui montrer l'exemple, soi-même en parlant, en racontant sa vie. « Ah, tu sais, j'étais triste, il m'est arrivé ça au travail. Ah, tu sais, je me suis posé telle question. » Il faut lui montrer l'exemple, le plus possible. Ouais, qui se fixe qu'on peut le faire. On est bon? Plus de critiques? Ça va être la fête à la maison. Hein, ça va être la fête. Plus de critiques, ni le mari, ni les enfants. Ah il faut lui raconter. Il faut lui raconter le cours. Oui, effectivement, mesdames. Effectivement, ça peut être utile que vous rentriez ce soir et que vous racontiez, que vous résumiez ce cours à votre époux pour ne pas être complètement déphasés l'un et l'autre. Voilà, et si vous voulez, il y a l'enregistrement de toute façon sur Essentiel. Sur l'appli Essentiel. L'appli, il faut la télécharger. Ok? Merci mesdames, merci beaucoup, merci.